ce soir, doit-on abolir la prière à la Chambre des communes? On en débat avec notre panel de députés. Le Canada en fait-il assez pour accueillir les interprètes afghans qui ont aidé les soldats canadiens pendant la guerre? Yuri Cormier, directeur exécutif de la Conférence des associations militaires, répond à nos questions. Course au leadership conservateur, à quoi s'attendre du débat de demain soir à Edmonton? L'analyse des politologues Tom Urbaniak, Stéphanie Chouinard et Frédéric Boilly. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Bloc québécois propose de remplacer la prière quotidienne au début de chaque séance à la Chambre des communes par un moment de réflexion. Le Bloc a choisi une de ces journées de l'opposition pour déposer une motion en ce sens aujourd'hui. Selon les troupes bloquistes, ce changement est nécessaire pour assurer la neutralité religieuse de l'État au Parlement et respecter les différentes croyances des élus. Le vote sur cette motion du Bloc aura lieu mercredi. La Chambre décidera, au terme de nos échanges, s'il est pertinent de maintenir la récitation de la prière en préambule de nos travaux ou si, comme je le crois, il serait plus raisonnable, plus approprié, plus inclusif d'abolir ce rituel et de le remplacer simplement par un moment de réflexion personnelle. Alors, je tiens à assurer aux membres de la Chambre que notre but n'est pas de manquer de respect envers les convictions religieuses de qui que ce soit. Et je vous assure, Madame la Présidente, que nos propos reflèteront cette affirmation tout au long de nos débats en ce jour. Respect donc pour les religions, mais j'appelle aussi au respect de ceux qui n'adhèrent à aucune religion. C'est un peu l'objet de mon propos. Je prône une inclusion qui tient aussi compte de ceux et celles qui sont non-croyants. Réaction du premier ministre Justin Trudeau maintenant, pour qui l'abolition de la prière à la Chambre des communes est loin d'être une priorité pour les Canadiens. Quand je parle aux gens dans mon comté de Papineau, quand je parle aux Québécois, quand je parle des gens à travers le pays, ils me parlent du coût de la vie, ils me parlent des enjeux au niveau de la guerre en Ukraine, ils me parlent de l'inflation, ils me parlent des changements climatiques. C'est sur ces grands enjeux sur lesquels on va continuer de se concentrer. Alors, je discute de cette question avec notre panel de députés, un panel masculin ce soir pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Martin Champoux et pour le NPD Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre M. Trudeau qui dit que la prière aux communes, c'est loin d'être une priorité pour les Canadiens. Luc Berthold, des conservateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, je pense que dans tous les sujets qui nous préoccupent actuellement, le Bloc québécois a choisi d'amener ce sujet-là, celui de la prière que l'on fait en privé au Parlement avant chacune des séances. Bon, écoutez, c'est un débat légitime. Si le Bloc veut l'apporter, il peut l'apporter. Cependant, il y a des processus internes à la Chambre des communes qui auraient permis au Bloc québécois de le faire et surtout d'avoir le pouls de chacune des formations politiques, de chacun des députés. Avant d'amener ça, je pense que de mémoire, puis on peut me corriger si je me trompe, mais tous les changements de cette nature-là à l'Assemblée nationale du Québec ont toujours été faits de manière consensuelle. Donc, je pense que si le Bloc avait vraiment été sérieux et pas voulu uniquement attirer l'attention des médias sur lui aujourd'hui, il aurait utilisé le procédé normal, la façon de faire normale pour amener ce débat-là à la Chambre des communes. Sur le fond, les conservateurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Annuler la prière? Encore une fois, c'est pas une question qu'on va prendre comme conservateur, c'est une question qu'on va aborder si on a à l'aborder quand viendra le temps. Mais il était clair à écouter les discours aujourd'hui que dans tous les partis, sauf au Bloc québécois, les gens sont pas prêts à faire un consensus sur cette question-là. Au NPD, puis Peter Julian, votre position là-dessus? Mais on trouvait ça dommage parce qu'on a déjà un débat qui va être cédulé dans quelques semaines pour examiner toutes les règles de la Chambre. Alors, de prendre toute une journée sur ces questions-là, à mon avis, quand il y a une crise du logement abordable au Québec qui touche beaucoup des comtés où les Blocs québécois sont des députés, je pense que c'est pas la même priorité que les autres gens prévoient. Je trouve ça dommage aussi que le Bloc a rejeté l'amendement du NPD qui faisait en sorte qu'enfin on aura une reconnaissance des territoires autochtones. Ouais. C'est quelque chose que la Chambre de communes est loin derrière toutes les autres assemblées, les maires, les villes, etc. Et le Bloc a rejeté la proposition du NPD là-dessus. Moi, probablement, je vais voter pour. C'est un petit changement qui change rien dans le grand public. C'est quelque chose qui arrive en privé. Mm-hmm. Mais quand on regarde les autres priorités qui auraient pu être
discuté pendant toute la journée. Je trouve ça malheureux qu'on a raté l'occasion de parler de crise du logement, des crises des changements climatiques, toutes les autres crises que les Canadiennes et les Canadiennes sont en train de vivre. Bon, chez les libéraux, Greg Fergus, M. Trudeau dit que c'est pas la priorité des Canadiens, mais est-ce que sur le fond, là, de remplacer la prière par un moment de réflexion où chaque député est libre de réfléchir à ce qu'il veut ou libre de prier selon ses croyances, parce que c'est ce que propose le Bloc québécois, est-ce que ça montrerait l'image d'un Parlement plus inclusif? Écoutez, Mme Bégin, je peux vous dire une chose. Habituellement, quand je prends une décision, de quelle base que je vais voter, je fais un sondage de mes commettants. Et ça fait 6 ans, 6 mois et 21 jours que je suis député et pas 3, pas 2, même pas une seule fois que j'ai entendu un de mes commettants à soulever cette question-là. Je pense que le Bloc a juste complètement raté la cible. C'est pas d'importance. On aurait dû parler de la guerre en Ukraine, la pandémie, la crise de logement, la pénurie de main-d'œuvre, les seuils d'immigration. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu faire. Mais le Bloc a décidé de gaspiller un de leurs 2 jours où eux, ils contrôlent l'agenda, l'ordre du jour de la Chambre des communes. Bon. Ça n'a pas de bon sens. Je vais aller justement, Martin Champoux du Bloc québécois. Vous venez d'entendre vos collègues. Un peu tout le monde dit que la prière aux communes, c'est loin d'être un enjeu prioritaire pour les Canadiens. Pourquoi l'avoir fait aujourd'hui? Pourquoi donc avoir choisi justement de déposer cette motion aujourd'hui? D'abord, merci Esther. Je trouve que c'est absolument savoureux d'écouter les collègues commenter, critiquer la décision, le choix du Bloc pour notre journée d'opposition. Premièrement, il faut dire qu'une journée d'opposition, c'est un des outils parlementaires dont les partis disposent pour mettre de l'avant des idées, des discussions. Et je pense que la question de la laïcité est un sujet qui n'est pas banal au sein de la population, certainement pas aux yeux des Québécois. C'est un sujet récurrent depuis plusieurs années. On en parle dans la sphère publique, on en parle dans les médias, on en parle dans les discussions de tous les jours et on en parle même sur la scène politique, vous le savez très bien. Maintenant, d'entendre les libéraux, les conservateurs et le NPD remettre en question la pertinence de cette question-là, de cette motion-là, je trouve ça un peu fort en café, d'autant plus qu'à tous les jours, le Bloc québécois martèle le gouvernement de questions concernant la guerre en Ukraine, concernant la crise du logement. Allez parler à mon ami Denis Trudel, le député de Longueuil-Saint-Hubert. S'il y en a un qui est acharné sur la question de la crise du logement, c'est bien lui. Le Bloc québécois est sur le terrain, dans les régions, et on les entend, les préoccupations de nos citoyens. Et quand il a l'occasion de faire une différence là-dessus, il ne saisit pas l'occasion. Il choisit de parler d'un sujet qui vient du champ à gauche pour faire les médias pendant une journée au complet. Ça, c'est la décision du Bloc aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer qu'il y a un Québécois, n'importe où, qui va dire que ça, c'est une priorité pour eux. Ça m'a fait plaisir de vous laisser parler et de vous écouter tantôt. Je vais répondre à vos commentaires, si vous me le permettez. Luc, récemment, en pleine crise, alors que les rues ici à Ottawa étaient bloquées par les camionneurs, le Parti conservateur a décidé d'utiliser une journée d'opposition pour parler du CN qui n'était pas soumis à la taxation en Saskatchewan. C'était le choix du Parti conservateur. Est-ce que le Bloc québécois a dit « quel mauvais choix » ? Et c'était une question qui préoccupait grandement les électeurs et les citoyens qui habitent en Saskatchewan. Je m'excuse, mais effectivement, ils ont apporté un sujet qui était très pertinent pour les gens de la Saskatchewan à ce moment-là. Mais honnêtement, moi, il n'y a pas personne, moi non plus, depuis 6 ans, depuis 2015, qui m'ont parlé du sujet que vous avez apporté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler beaucoup du prix de l'essence, par exemple. Martin Champoux, juste le mot de la fin là-dessus, parce qu'il faut conclure, il faut aller à un autre sujet. Le mot de la fin. Allez-y, Martin Champoux. Faut vraiment avoir été déconnecté de la réalité puis de l'actualité au Québec pendant les 20 dernières années pour dire que le sujet de la laïcité et de la séparation de la religion et de l'État n'est pas un sujet qui touche les Québécois. Alors, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Oui. D'accord. Le vote, donc, sur cette motion du Bloc, ça aura lieu demain. On va suivre ça, évidemment. Le deuxième sujet sur lequel je vais vous entendre aujourd'hui, c'est celui du traitement par le Canada des interprètes afghans. Il faut aller plus vite, là, quand même. Le Globe and Mail nous apprenait ce matin que des interprètes qui ont assisté les militaires canadiens pendant la guerre, là-bas, sont laissés à eux-mêmes en Afghanistan. Certains seraient même torturés par le régime des talibans. Greg Fergus des libéraux, je vais à vous. Est-ce que votre gouvernement a laissé tomber ces Afghans qui ont aidé les soldats canadiens pendant la guerre? Écoutez, Mme Bégin, le gouvernement a pris un engagement solennel qu'on va rapatrier 40 000 Afghans.
Ça, c'est quelque chose qu'on prend très sérieux. On a un gouvernement taliban qui ne coopère pas. En dépit de ça, on a réussi à amener déjà 12 600 Afghans, dont plusieurs sont des interprètes ici au Canada pour recommencer leur vie en paix. Justement, plus tard cette semaine, on va avoir un autre vol Nolizé qui va arriver au Canada. Et ça, c'est une grande chose. Bon, Est-ce qu'il y a toujours du travail à faire? Oui, il y en a. On fait des pieds et des mains pour s'assurer qu'on va venir en aide aux Afghans, certainement eux qui nous ont aidés beaucoup. Il faut aller plus vite. Luc Berthold, des conservateurs, votre position là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez de ce dossier-là? Je vais aller très, très vite. J'ai été horrifié de voir ça. J'ai été horrifié de voir que le ministre de l'Immigration de ce gouvernement libéral ne répond même pas au message que ces interprètes, que ces gens qui ont aidé le Canada dans ce conflit en Afghanistan sont même pas capables d'avoir des réponses de la part du ministre de l'Immigration. Quand on dit qu'il y en a 12 000 sur 40 000 de reçus ici, il y a pas de quoi être fier, puis je serais pas fier si j'étais un membre du gouvernement libéral à ce moment. Au NPD, Peter Julian, vous jugez que le gouvernement devrait traiter en fait les Afghans de la même manière que les Ukrainiens qui sont en train de fuir l'invasion russe. Qu'est-ce que vous proposez au juste au NPD? Mais notre député Jenny Kwan a posé ces questions-là à la période des questions aujourd'hui, qu'effectivement, on en avait plusieurs milliers qui ont été inscrits et vérifiés. Il y a juste 900 qui se sont rendus au Canada. Alors, on parle d'une situation désastreuse. Ça fait 9 mois. Le gouvernement n'a pas mis les ressources là-dedans. Le résultat, c'est un désastre pour ces familles afghanes. Alors, oui, on trouve que c'est important qu'on fait les investissements. On traîne en arrière quand on parle des Ukrainiennes. On a bafoué nos promesses faites aux familles afghanes. Il faut que tout le chaos qui existe au sein du département de l'immigration soit nettoyé, que les ressources soient investies pour que ces gens-là qui ont appliqué pour venir au Canada puissent venir établir leur vie ici. Au Bloc québécois, Martin Champoux, le mot de la fin, il vous reste 15 secondes. Je vais peut-être en prendre un peu plus, Esther, quand même, pour être équitable, mais je vous dirais que les interprètes afghans ont sauvé la vie de soldats canadiens pendant le conflit. On leur a promis qu'on prendrait soin d'eux. Et aujourd'hui, plutôt que d'accélérer le traitement, on leur demande de passer des tests biométriques, comme si la défense n'avait pas enquêter sur le passé de ces gens-là pour s'assurer de leur probité. Alors, c'est un peu incohérent, c'est un peu indécent même. Et en plus, on leur demande de faire ça en ligne, sur Internet, alors qu'il y a moins de 10% de l'Afghanistan qui est couvert par Internet. Alors, on doit plus que ça à ces gens-là. Je pense qu'on a un minimum de respect à leur témoigner ici. Martin Champoux, Greg Fergus, Luc Berthold et Peter Julian, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Je vous en prie. Merci, bonsoir. Je poursuis sur le dossier des interprètes afghans qui attendent toujours l'aide du Canada avec Yuri Cormier, qui est directeur exécutif de la Conférence des associations de la défense. Bonsoir, Yuri. Bonsoir, Esther. Ce sont donc des interprètes afghans qui ont assisté les militaires canadiens pendant la guerre là-bas. Qu'est-ce que vous pensez des efforts du gouvernement du Canada pour les aider jusqu'à maintenant? Il faut commencer en disant qu'on a une énorme dette envers ces gens. Il y a 158 militaires qui sont morts en Afghanistan du Canada. Puis, à mon avis, ça aurait pu être le double, le triple et encore si ce n'était pas de l'aide qu'on a reçue. Pas seulement des interprètes, mais aussi des camionneurs, des soldats, les gens qui étaient sur place, qui ont aidé la mission. Mais à mon avis, ce qui se passe avec les interprètes, c'est avant tout, c'est des bonnes familles, c'est des intellectuels, c'est des gens les plus instruits, c'est des gens qui ont peut-être des pensées plus libérales. Avant même d'aider le Canada dans notre mission, c'était des gens que pour toute théocratie, sont l'ennemi à battre. Donc, non seulement on a une dette envers eux, mais c'est sûr qu'ils sont ciblés davantage. Puis pour répondre à votre question, non, on n'en a pas fait assez. On s'est donné un objectif, puis on n'est même pas proche de l'avoir atteint. Donc, on a vraiment du chemin à faire. Parce que, parmi ces interprètes, il y en a qui affirment que le gouvernement fédéral leur a menti en leur disant qu'ils pourraient faire venir rapidement leur famille au Canada. Et ils disent que certains, sont morts en attendant justement cette aide du Canada. Est-ce qu'Ottawa vraiment a une part de responsabilité dans ça? Soyons clairs. En partant, il faut quand même se rappeler qu'en tant que pays d'accueil, c'est pas nous l'ennemi à battre. Avant tout, le Taliban, c'est eux qu'il faut blâmer, puis il faut mettre nos frustrations là où ça mérite d'être. Cela étant dit, est-ce que le Canada est en mesure d'en faire davantage? Oui, il y a plusieurs pistes, il y a des avenues qu'on peut explorer pour faire en sorte qu'au moins ceux qui sont sur place, on est en train de soit
trouver du financement pour aider les lieux sécurs. Il y a des organismes à travers le monde qui ont mis en place des lieux sécurs pour aider les Afghans qui veulent en sortir, mettre en place des routes clandestines pour sortir du pays. Donc ça, le Canada n'a pas fait assez pour financer ces groupes-là. Il y a même un groupe ici au Canada qui a mis fin à sa campagne pour cette raison. Donc oui, il y a du chemin à faire à ce niveau-là. Mais l'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est ceux qui sont sortis du pays. Il y a des risques, si on attend trop longtemps, qu'ils vont être forcés à retourner au pays. Ça, c'est la dernière chose qu'on veut. Il faut trouver une solution pour que les gens qui sont déjà sortis d'Afghanistan ne soient jamais obligés d'y retourner. Je veux revenir avec vous sur le régime, en fait, des talibans. Vous en parliez tout à l'heure, parce que le ministre de l'Immigration, M. Fraser, dit qu'il y a des milliers d'Afghans qui ont reçu le feu vert pour s'installer au Canada, mais que ce sont les talibans qui les empêchent de partir. Est-ce qu'Ottawa est en position de pouvoir intercéder en faveur des interprètes en Afghanistan auprès des talibans? On peut se poser la question aussi. Donc ça, je vous avoue que ce ne sera pas très facile. Parce que le Taliban, comme on a dit, c'est l'ennemi à battre. Ils veulent absolument trouver ces gens-là, les punir, Le Taliban, c'est un gouvernement qui règne par la terreur depuis ses débuts, même dans les années 90. Donc, ils vont persécuter les gens qui sont contre eux. Puis penser que on peut espérer que les talibans vont changer d'avis ou devenir plus doux comme organisme, c'est de vivre un peu dans les nuages. Ouais. On l'a vu récemment, ils ont recommencé à mettre en place des politiques qu'ils avaient promis qu'ils ne feraient pas s'ils reprenaient le pouvoir dans les premiers jours où ils ont repris Kaboul. Yuri, le gouvernement canadien avait promis d'accueillir 40 000 réfugiés afghans d'ici la fin de 2023. Jusqu'à maintenant, il y en a un peu plus de 11 000 qui sont arrivés au Canada. Est-ce que vous pensez qu'Ottawa va atteindre son objectif? La réponse, c'est oui et non. Parce qu'on s'entend, aller chercher 40 000 réfugiés, je crois qu'on va réussir, mais ça ne sera pas nécessairement les réfugiés à qui le Canada doit une dette. Ça va être les réfugiés qui sont déjà rendus aux États-Unis ou ailleurs dans d'autres pays qui ont assisté nos alliés. Donc nous, on va être capable d'en prendre davantage pour libérer les États-Unis de leur responsabilité de ramener leurs propres ressortissants au pays. Donc oui, on a c'est possible qu'on atteigne la cible, mais ce ne sera pas nécessairement ceux qu'on avait ciblés. Le NPD, de son côté, juge que le gouvernement devrait traiter les Afghans de la même manière que les Ukrainiens qui fuient l'invasion russe et donc accélérer leur venue au pays en traitant leurs documents et leurs données biométriques une fois qu'ils sont arrivés au Canada, une fois qu'ils sont en sol canadien. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution amenée par le NPD aux communes? Bon, mais il y a plusieurs niveaux d'analyse à cette question-là qu'il faut se poser. Premièrement, oui, on devrait, par tous les moyens, trouver des façons d'amener les gens en premier puis régler la paperasse après. Donc, si on est capable de le faire avec les données biométriques, pourquoi ne pas le faire? Ça, c'est simple. Mais ce que j'aime pas dans l'analyse, c'est de faire des comparaisons entre différents pays. La situation en Ukraine est très différente de la situation en Afghanistan. Les gens ne sont pas ciblés par leur propre pays. Au contraire, le gouvernement ukrainien aide les gens à sortir, les amène vers des pays voisins où on peut, à partir de la Pologne ou ailleurs, les ramener au pays. Donc, c'est beaucoup plus simple. On se souvient avec la Syrie, c'est un autre bon exemple à comparer. Puis c'est peut-être là qu'on on a fait une erreur où on pensait que ce serait aussi facile gérer l'arrivée des Afghans que l'arrivée des Syriens. Les Syriens, on avait promis 25 000 réfugiés en sol canadien. Finalement, on a atteint les 73 000. Et la raison pour qu'on a réussi, c'est que ces gens-là étaient déjà sortis du territoire de guerre. On les a pris en Turquie, en Jordanie, des pays avec qui on a déjà des très bonnes ententes. Ouais. Donc, le niveau de difficulté n'était pas là. Ces gens-là étaient déjà en sécurité, puis on avait des stratégies pour les sortir rapidement. Oui, ce que vous nous dites, en fait, il faut se laisser là-dessus, Yuri, mais ce que vous nous dites, ce n'est pas tous les réfugiés qui peuvent être traités de la même façon. Yuri Cormier, donc c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est le moment de retrouver notre panel de politologues d'Est en Ouest que je vous présente à l'instant. Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton, Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's et du Collège militaire royal et Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta. Alors, bonsoir à vous trois. Plaisir de vous retrouver. Bonsoir, Esther. Je vais commencer avec vous, Frédéric, parce que demain soir, à Edmonton, ce sera le premier débat officiel entre les 6 candidats à la chefferie du Parti conservateur. Ça fait suite au débat, disons,
houleux de la semaine dernière entre 5 des 6 candidats qui étaient organisés, celui-là par un groupe de droite. Est-ce que vous vous attendez à un changement de ton dans ce débat de demain soir? En principe, il devrait y avoir un changement de ton, mais on ne voit pas comment, entre le clan Charest et le clan Poilievre, il pourrait y avoir, disons, un ton plus apaisé, compte tenu de ce qui les divise aussi sur le plan idéologique. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a deux approches complètement différentes et ça fait en sorte que l'affrontement entre M. Poilievre et M. Charest semble, disons, personnel et il est également idéologique. Et il faut voir aussi qu'il y a d'autres candidats qui vont essayer également de vouloir se faire une place, comme Leslyn Lewis la semaine dernière, qui elle aussi a attaqué de manière assez virulente M. Poilievre. Et là, on va avoir un nouvel acteur, Patrick Brown. Est-ce que lui, il va essayer d'attaquer plutôt ou de se positionner contre Jean Charest ou contre Pierre Poilievre? Donc, en fait, tous les ingrédients sont sur la table pour assister à un débat qui risque d'être encore passablement ou très passablement animé. Oui. Stéphanie, de votre côté, vous vous attendez à quoi demain soir? Un débat corsé, animé, comme dit Frédéric aussi? Oui, ça risque de continuer d'être assez acrimonieux. On l'a vu déjà la semaine dernière. Ça serait surprenant de voir un Pierre Poilievre apaisé et apaisant, considérant le caractère assez fougueux qu'on lui connaît. De mon côté, je pense que d'avoir la présence de Patrick Brown, ça devrait aider Jean Charest, en fait, puisque M. Brown, idéologiquement, est plus près de M. Charest et dans une autre vie, on apprenait qu'ils étaient bons amis. Donc, ça sera un appui du côté des progressistes conservateurs qui pourrait aider à changer la donne, à changer le type de discours. Ce sera aussi intéressant de voir comment la fameuse décision Roe v. Wade qui pourrait être renversée par la Cour suprême des États-Unis s'invitera dans le prochain débat. J'ai l'impression que la question de l'avortement risque de prendre une bonne part du temps de discussion. Tom, de votre côté, vous vous attendez à quoi demain soir? Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Il y aura des feux d'artifice, surtout parce que les candidats aux chefferies ont jusqu'au 2 juin de faire les inscriptions de nouveaux membres. Donc, ils veulent pour l'instant parler à leur propre base. Mais à part de ça, je vois des divisions très, très profondes au sein du parti, peut-être plus profondes que jamais, même que le Parti conservateur a toujours connu des divisions. Et je vois mal comment ce parti peut sortir de cette course à la leadership unie, surtout si le gagnant est Pierre Poilievre ou Jean Charest. Oui, donc la suite demain soir pour ce débat, ça fait le tour là-dessus. Je veux maintenant vous entendre chacun sur des dossiers qui intéressent chacun de vos régions. Frédéric, je vais commencer avec vous parce qu'il y a une décision qui est tombée cet après-midi. La Cour d'appel de l'Alberta qui donne raison au gouvernement de Jason Kenney et estime que la loi fédérale sur l'évaluation d'impact empiète sur les compétences des provinces, notamment dans la gestion de leurs ressources naturelles. Quel impact ça pourrait avoir, cette décision, chez vous? Bon, d'abord, c'est pas surprenant, je pense, cette décision-là. On s'attendait à ce que la Cour penche du côté de la thèse du gouvernement, celle du cheval de Troie que représentait la loi et que, par conséquent, la Cour donnerait probablement raison, comme elle vient de le faire, au gouvernement provincial. Jason Kenney voit ça comme une victoire, mais d'un autre côté, il va y avoir immédiatement aussi un appel de la part du gouvernement fédéral. Donc, avant de crier victoire, les acteurs politiques albertains du côté conservateur devront un peu refréner leurs espoirs parce que ça risque de prendre encore un bon moment avant qu'on ait le dernier mot sur cette question-là. À court terme, cependant, Jason Kenney peut s'en servir pour dire, regardez, ça prend un gouvernement qui est très pro-albertain pour être capable de défendre les intérêts du secteur énergétique et les ressources naturelles contre les empiètements d'un gouvernement fédéral libéral qui ne cesse de vouloir prendre de plus en plus d'actions dans ce domaine. Donc, peut-être une victoire, mais à court terme pour Jason Kenney. Stéphanie, je vous amène évidemment sur les élections en Ontario parce que ça fait une semaine que la campagne électorale est officiellement lancée. Qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux jusqu'à maintenant et surtout des promesses faites aux Franco-Ontariens jusqu'ici?
Oui, donc jusqu'à maintenant, ça a été une course où on s'est posé la question si c'était réellement une élection, puisque jusqu'à preuve du contraire, il semblerait que les progressistes conservateurs soient en bonne posture pour demeurer au gouvernement à Queen's Park. Mais on voit que les chiffres commencent à changer, notamment les libéraux qui reprennent du poil de la bête. La grande tendance, ça a été de parler du coût de la vie, de parler évidemment de l'inflation, du coût du logement en Ontario, qui est devenu un problème encore plus important qu'il l'était déjà avant la pandémie, mais surtout de ne pas parler de la pandémie. Ça a été le modus operandi de Doug Ford depuis le début de la campagne. Et comme on l'a vu dans le premier débat qui a eu lieu cet après-midi dans le nord de l'Ontario, il tente encore et toujours de parler de tout sauf de la gestion de la pandémie. On veut vraiment ne pas trop parler du bilan des deux dernières années, dernières années et demie. Pour ce qui est des promesses aux Franco-Ontariens, le gouvernement, on l'avait vu dans le budget qui avait été déposé et qui était à toute fin pratique, la plateforme électorale des progressistes conservateurs ne donne pas grand-chose à se mettre sous la dent aux Franco-Ontariens. Notamment, deux dossiers qui demeurent en suspens, l'indépendance du commissariat aux services en français. Sur ce point-là, les libéraux et les néo-démocrates promettent de redonner l'indépendance à ce bureau-là qui, depuis 2018, est sous l'égide de l'Ombudsman de l'Ontario et de soutenir l'Université de Sudbury. Donc, dans les suites de la débâcle de l'Université Laurentienne, ça aussi, c'est un point sur lequel le gouvernement demeure quoi, alors que les trois autres partis, libéraux, néo-démocrates et les Verts, se disent pour l'appui d'une institution dans le nord de l'Ontario qui soit par, pour et avec les francophones. Et il y aura un débat en français la semaine prochaine dans le cadre de cette élection en Ontario. Tom, je reviens avec vous sur la question de l'avortement qui a été relancée de plus belle la semaine dernière aux communes. Ça a mis en lumière les problèmes, en fait, d'accessibilité à l'avortement dans les maritimes, dans certaines provinces, Nouveau-Brunswick notamment. Comment on a réagi à ce débat chez vous? Oui, peut-être un petit tour de notre région. À l'île de Prince-Édouard, l'accès s'est amélioré beaucoup depuis 2016 et avec finalement l'appui du gouvernement de la province. En Nouvelle-Écosse aussi, il y avait des améliorations, même que certaines régions, dont Capraton, où j'habite, ne sont pas couvertes. Reste Terre-Neuve et Nouveau-Brunswick. Et là, on connaît toujours beaucoup de controverses, beaucoup de discussions à propos des régions tout entières qui n'ont pas accès aux services de l'avortement. Et même au Nouveau-Brunswick, il y a actuellement une cause devant les tribunaux qui a été lancée par l'Association canadienne des libertés civiles pour questionner le système au Nouveau-Brunswick où seulement 3 hôpitaux offrent le service. Et il y avait une clinique, mais le gouvernement provincial ne couvert pas les coûts pour accès à l'avortement à cette clinique-là. Donc, le Nouveau-Brunswick est dans le mire du Premier ministre Trudeau même, parce que je prévois qu'après que la Cour suprême des États-Unis tranche, il y aura une question ici au Canada de peut-être légiférer davantage, de faire en sorte que l'accès soit garanti. Et l'exemple du Nouveau-Brunswick sera toujours abordé au cours de ce débat-là. Oui, et on verra effectivement ce que M. Trudeau va faire avec ça, la suite, en fait, de la décision de la Cour suprême des États-Unis. Tom Urbaniak, Stéphanie Chouinard et Frédéric Boily, ça fait le tour des dossiers dans vos régions. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci à vous, Esther. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 10 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à jeudi. Au revoir.